ايه انا اشوفه مضى. très bien. مضى ما بعتيش هذا البي دي اف. كيفاه؟ ما بعتيهوليش. Non, مازال encore, مازال. D'accord. أنا t'aider. Peut-être que je vais vous l'envoyer قبل, mais pour le cours, je préfère d'abord qu'on fait le cours, je vous envoie le PDF, et bien sûr, normalement, avec l'enregistrement. مضى مي فون ميو كنت بعتيهولي قبل كان يناسبهم يعني يكون بي دي اف قدامه يقراه. Ah, il va réviser, il va préparer le cours. Oui, madame. يعني نيميوه ونتبعوا معاك خير هكا تبان صغيره ليماج. Donc, معليش, je vais zoomer. Oh, d'accord, la prochaine fois, je vais vous envoyer le cours. Il n'y a pas de problème. Merci, madame. C'est bon, vous voyez un peu mieux? Est-ce que vous voyez mieux maintenant? Encore ça. Chapitres, vraiment 5 chapitres qui sont consistants. Je sais que vous avez fait en 3e année quelques notions sur l'hydraulique, donc c'est une révision, c'est la mécanique des fluides. Pour le chapitre 2, on va parler, c'est-à-dire les écoulements en charge. Ensuite, on va voir les pertes de charge linéaires singulières que vous avez déjà vues. Les conduites simples, on va voir que les branchements en l'hydraulique des réseaux, c'est avoir une idée sur tous les réseaux, quel que soit leur type, ou bien les réseaux d'alimentation en eau potable, ou bien les réseaux d'assainissement. Puisque vous êtes des futurs ingénieurs de l'habitat, équipement de l'habitat, donc comme vous savez, vous aurez une idée bien précise, comme un bagage sur la conception des réseaux. Donc, on va voir les conduites en série et en parallèle, et je sais que vous les avez fait, les réseaux maillés, mais pour les approfondir. Pour le chapitre 3, on va voir les différentes machines hydrauliques. Donc, les machines hydrauliques, que ce soit les pompes ou bien les turbines, les différents types, comment ils fonctionnent, comment on dimensionne, comment on choisit la pompe ou bien la turbine. Pour le chapitre 4, c'est la conception des réseaux de distribution d'eau potable et de collecte des eaux usées, stations de pompage. Là, on va voir comment concevoir, la conception, c'est comme un plan. On fait un plan qui est un plan d'architecte. L'architecte, il fait la conception, il va dessiner les fenêtres, les cloisons, les ouvertures, ainsi de suite. Donc, la même chose pour les réseaux, on va voir comment on les conceptionne, quels sont les paramètres pour pouvoir dimensionner. J'espère qu'on a suffisamment de temps. Enfin, le chapitre 5, donc, le chapitre 5, c'est l'avant-projet d'un réseau de distribution d'eau et de collecte.
Avec l'avant-projet, on va voir comment préparer un projet de réseau de distribution. Et quels sont tous les acteurs qui vont contribuer pour la réalisation d'un réseau de distribution. Donc, bien sûr, puisque c'est un court délai d'évaluation, c'est la même. Et pour les références, donc, vous avez le Brière, il est distribution et collecte des eaux. Vous allez le trouver à la bibliothèque. Donc, le chapitre 1, donc, c'est l'introduction sur les grandeurs de la mécanique on va commencer tout de suite avec le chapitre 1. Voilà, donc, c'est la mécanique des fluides, comme vous savez, c'est la science des lois de l'écoulement des fluides. Elle est la base du mentionnement des conduites de fluides et des mécanismes de transfert des fluides. La mécanique des fluides, c'est-à-dire la MDF, la statique des fluides et la dynamique des fluides. Donc, généralement, la statique des fluides, on va parler au repos. Au repos, donc, généralement, on va parler de pression et de poussée d'Archimède. Vous l'avez déjà fait sur la mécanique des fluides. Et bien sûr, on va passer au réel, c'est-à-dire un fluide qui bouge, qui est en mouvement, c'est la dynamique des fluides. Pour les fluides, vous avez vu plusieurs types de fluides. Donc, on va commencer par un fluide parfait. Un fluide parfait, par exemple, généralement, c'est un fluide. Est-ce que le réel a un fluide parfait? C'est-à-dire, c'est un fluide qui est au repos. On va comprendre déjà, d'abord, essayer de comprendre c'est quoi un fluide parfait. Par exemple, on a un volume d'eau, un certain volume d'eau. On va délimiter une surface elliptique d'une conduite, par exemple. On suppose que ça, c'est une coupe transversale d'une conduite d'eau. On va prendre un élément qui est infiniment petit, donc, on va prendre un échantillon de cette surface. Pour pouvoir la généraliser, comme vous le savez, on va faire l'intégral. Donc, on va commencer d'abord. Donc, on va prendre cette partie, cet élément qui est infiniment petit, donc, sur le schéma. Puisqu'il y a de l'eau, on a une surface de contact. Normalement, il y a une action et une réaction. Donc, soit, voilà, ds, c'est toujours l'élément de surface, c'est infiniment petit, Considérons df la force d'interaction au niveau de la surface élémentaire. Donc, généralement, une force df, elle a une direction quelconque par rapport à la surface ds. Bien sûr, si on va la décomposer, donc sur l'axe normal et sur l'axe tangentiel, on aura dft, donc sur tangentiel, où est la force normale. Voilà, donc on a une composante dft ou dfn. En général, lorsqu'on parle de fluide parfait, généralement, est-ce qu'on aura on aura les deux composantes de la force? On aura qui est en train de bouger là, donc je vais voir. Khawla. Voilà, alors Khawla, elle a désactivé son micro. Donc, si quelqu'un veut répondre ou intervenir, bien sûr, vous allez activer le micro. Alors, نعاود نرجع.
lorsqu'on a un fluide qui est parfait, on n'a pas la composante tangentielle, c'est-à-dire le fluide il est au repos. On n'a que la composante tangentielle, pardon, on a la composante normale qui est normalement confondue avec df. Donc généralement, un df, on va la trouver, elle est perpendiculaire à ds. C'est pour un fluide qui est parfait. Voilà, donc en mécanique d'un fluide, il est dit parfait s'il est possible de décrire son mouvement sans prendre en compte les effets de frottement. Voilà, maintenant on va négliger le frottement. Tant qu'il n'y a pas de frottement, maintenant il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire le liquide il est parfait, il est stable, il ne bouge pas. Maintenant pour le fluide réel, bien sûr, en réalité, il n'existe pas de liquide parfait. C'est-à-dire les chercheurs, ils cherchent toujours à simplifier la chose. Donc, ce sont des théories, ce sont des suppositions pour faciliter les calculs. Mais en réalité, pour un fluide réel, donc c'est contrairement à un fluide parfait, qui n'est qu'un modèle pour simplifier les calculs. Donc, les forces tangentielles, elles existent. Donc, on a deux forces, les forces tangentielles et les forces normales. Aussi, on a les fluides incompressibles. Donc, ces fluides, un fluide est dit incompressible lorsque le volume occupé par une masse donnée ne varie pas en fonction de la pression extérieure. Donc, quelle que soit la pression qu'on va exercer sur cette fluide, il ne va pas changer, de volume. Il ne va pas se comprimer. Donc, on dit que c'est un fluide incompressible. On prend le cas, donc le cas le plus connu, c'est l'eau et l'huile. Pour les fluides compressibles, évidemment, lorsque le volume il varie en fonction de la pression extérieure. À chaque fois que j'exerce une pression ou bien j'augmente la pression, le fluide il va se comprimer. Généralement, ce sont les gaz qui sont compressibles. Par exemple, on a l'air, l'hydrogène, le méthane, à l'état gazeux. Ce sont des fluides qui sont compressibles. Maintenant, on va essayer de parler sur les grandeurs. Pour les grandeurs, généralement, là, on travaille sur quel type de grandeur? Oui. Est-ce que vous avez une idée sur les types de grandeurs avec lesquels on travaille généralement? Oui, j'attends une réponse. Aucune idée, madame. Oui? Vous n'avez pas une idée. Donc, généralement, ce sont ou bien des grandeurs mésoscopiques. Non, généralement, ce sont on les appelle des grandeurs mésoscopiques. C'est quoi les grandeurs mésoscopiques? En mécanique des fluides, les grandeurs sont définies pour des volumes mésoscopiques ou bien appelés éléments de fluide, intermédiaires entre le volume microscopique et le volume macroscopique. Lorsqu'on parle de volume microscopique, par exemple, vous me donnez un exemple sur un volume microscopique, n'importe lequel, bien sûr, c'est toujours dans l'hydraulique. Allez-y, j'attends votre... Il n'y a pas de réponse.
C'est pas un volume d'une goutte d'eau. Voilà. Donc, si on prend la goutte d'eau, mais on va justement, donc c'est Dr Fields, c'est ça, qui vient de nous répondre. Oui, madame, c'est Rachid, Rachid. Donc, voilà une goutte d'eau, mais quelle que soit une goutte d'eau, c'est une grandeur qui est macroscopique. On la voit, on la voit cette goutte d'eau, mais ce qui est microscopique, je vais m'intéresser à une particule de cette eau. Donc, je vais aller à une grandeur qui est microscopique. La goutte d'eau, c'est une grandeur qui est macroscopique. Donc, là, le cours. Par exemple, si on prend deux cas, le volume V, le volume ou bien un cours d'eau, voilà, une canalisation par exemple, ou bien un cours d'eau. Généralement, c'est un volume. Donc, le plus gros, c'est le volume macroscopique. De la dimension micro, donc là, comme vous avez dit, Monsieur Rachid, donc une goutte d'eau, ou bien on prend un petit volume de ce cube-là, on va s'intéresser à une particule, que ce soit de la goutte ou bien du volume dV. Quel est l'avantage ou bien et l'inconvénient de l'un et de l'autre? Pourquoi on ne travaille pas avec les grandeurs macroscopiques et pourquoi on ne travaille pas avec les grandeurs microscopiques? Comme une idée, généralement, on se met au milieu, entre les deux, entre micro et macro. Donc, on va travailler avec on dit que c'est mésoscopique. On va se mettre des mains au milieu. Donc, est-ce que, d'après vous, si je vais travailler avec un grand volume, je peux définir tout ce qui se passe à l'intérieur de ce volume? Alors, messieurs et mesdemoiselles, je ne sais pas quelle est votre habitude. Vous avez l'habitude juste d'écouter apparemment. Monsieur Nassim, le délégué, est-ce que vous pouvez me répondre? Oui, madame. Oui. Alors, comment ça se passe? Généralement, les cours en conférence, est-ce que vous réagissez ou bien juste vous écoutez? Généralement, lorsque vous avez l'habitude de faire les cours. Oui. Donc, lorsqu'on vous demande, on vous pose des questions, vous ne répondez pas? Ou vous avez juste, vous êtes habitué à écouter. Donc, j'aime bien avoir. Non, moi, vous me répondez. Non, madame. Moi, vous me répondez, madame. Oui? Moi, vous me répondez. Oui, parce que Melfin te répondit ou pas? مادام حاجة جديدة علينا هذه هذه حاجة جديدة. ميرسي بور سا مساكين. ماش فاهمين. C'est quoi le حاجة جديدة, l'hydraulique des réseaux ou bien le cours, vous voulez dire? Non, هذا الفوليوم. Non, c'est juste pour avoir une idée. Maintenant, vous avez l'habitude c'est-à-dire il y a une voilà, parce que le cours c'est donc c'est pareil pour moi. Donc, le cours. Je vais être plus clair. Et bien sûr, si je vais vous demander si vous avez compris ou pas, au moins vous allez me répondre. Donc,
qu'est-ce qu'il nous dit? Une grandeur qui est définie sur un volume microscopique ne concerne que trop peu de particules. Par exemple, si je vais me limiter, je vais travailler avec les grandeurs microscopiques, les grandeurs qui sont infiniment petites. Par exemple, si je vais prendre une goutte d'eau. Oui, oui. واحدنا l'écran connexion تاعي ولا دوكا ولا. Madame, j'ai pas compris la différence entre volume microscopique ou volume macroscopique. Alors, si on parle de volume macroscopique, on prend par exemple la canalisation, une conduite. D'accord? La conduite, ou bien il y a un volume quelconque. C'est le volume le plus gros volume. Par exemple, je veux le mouvement de ce volume, la réaction avec l'eau ou bien les forces extérieures. Est-ce que d'après vous, je peux voir la réaction le volume? عاودي مدام لا كيستيون ما سمعتكش. هذا الفوليوم. Le volume, donc vraiment je perds. Voilà, donc le volume est-ce que je peux voir les variations qui se passent à l'intérieur? Par exemple, c'est sûr, vous allez me dire, la conduite, par exemple, je vais la frapper avec un marteau, donc je vais voir la variation. Mais, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est l'eau ou le fluide qui est la conduite. Est-ce que je peux voir ce qui se passe à l'intérieur de cette conduite? Si نشوفوا نقدروا نشوفوا non. Par exemple, comment on peut voir laquelle je ne peux pas voir les particules qui sont à l'intérieur, les variations des particules. Par exemple, si j'ouvre une conduite qui est transparente, par exemple une conduite en verre. Lorsque j'ouvre le robinet, je vais voir l'eau. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais voir? Je trouve juste l'eau qui va traverser la conduite. Mais est-ce que je peux voir les particules qui vont يتحركوا? Est-ce que je peux le voir? Voilà. Très bien. Donc, ce qui m'intéresse, puisque en tant que vous êtes des futurs ingénieurs, ce qui nous intéresse, ce sont qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette conduite? Quelles sont les variations? Comment ils bougent? On veut voir leur vitesse, leur variation en fonction de la température. Donc, tous les éléments, si je vais prendre un grand volume, je ne peux pas le voir. La même chose, l'axe, je vais prendre le contraire. Si j'ai un volume qui est microscopique, je vais prendre une seule particule, de cette canalisation. Lorsque je vais suivre le chemin ou bien le trajet de cette particule, est-ce qu'elle peut me définir les variations des flux de la conduite? Non. Voilà, donc là, je vais suivre rien, juste le trajet de cette particule. Donc, il nous dit, en grandeur définie, un volume microscopique ne concerne que trop peu de particules. Il n'est donc pas continu. Il n'y a pas une continuité entre les particules. Je ne peux pas voir le mouvement exact. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi d'être au milieu, de se placer entre le milieu macro et microscopique. Au lieu de prendre toute la canalisation, voilà, de prendre une seule particule d'eau, on va prendre un élément, un volume qui est moyen, mésoscopique, moyen entre les deux. Donc, le volume, on va voir plusieurs
quelques particules. Avec ces particules, donc je vais pouvoir la vitesse entre ma binetrum, le mouvement entre eux et ainsi de suite. Maintenant, je peux définir mon mouvement ou bien mon type d'écoulement, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, madame, c'est clair. Oui, Vous c'est avez pour les autres, est-ce que vous avez des questions ou bien c'est bon, نكمل. Voilà, normalement, s'il n'y a pas de questions, je vais le cours. Donc, les grandeurs, généralement, voilà, quelles sont les grandeurs on va travailler avec au niveau mésoscopique. Donc, il faut se mettre en tête, lorsque vous parlez de la mécanique des fluides ou bien de n'importe quel mouvement des fluides, ce sont des niveaux mésoscopiques, des niveaux moyens avec lesquels on travaille. C'est infiniment petit et ce n'est pas aussi très grand. Les grandeurs, généralement, on a l'habitude de travailler. Donc, ce qui nous intéresse, là, ici, on va prendre donc un petit volume HAVA. On va prendre que ce soit le volume HAVA ou bien cet ensemble de particules. Ce qui va nous intéresser, c'est bien la masse de cet ensemble-là. Donc, pardon. On a dit que on va prendre un élément mésoscopique, un volume dV et une masse qui est dm. Donc dm, c'est la masse de l'ensemble des particules. Donc on a plusieurs particules. Donc si je change l'écran, je préfère. Voilà. On a plusieurs points, plusieurs particules, que ce soit la surface terre, elle est un cube ou bien elle se forme, c'est-à-dire c'est un cercle. Le volume terre c'est dV et la masse de l'ensemble des particules c'est dm. La masse volumique, évidemment, c'est la masse sur le volume, puisque nous avons le niveau mésoscopique, c'est dm sur dv. Et on nous dit aussi que Vm, c'est la moyenne des vecteurs vitesse des particules contenues dans le volume. Donc, comme vous savez, je vais vous mettre sur un power, plutôt fichier. Je voulais vous donner comme un écran. Je peux dessiner sur cet écran. Vraiment, j'ai peur que je peux pas me reconnecter pour dessiner. C'est comme écrire sur un tableau. Non. D'accord, madame. Oui. D'accord, madame. Je vais essayer de le faire à la fin de la séance, comme ça, si je perds le fil, il n'y a pas de problème. Donc, là, si on prend par exemple l'élément, vous avez plusieurs, normalement, la vitesse, c'est la moyenne des vitesses. Mais est-ce qu'on a une seule particule في هذا l'élément? في l'élément dm, le volume dv, il y a une masse dm. Est-ce que c'est une seule particule ou bien un ensemble de particules? Plusieurs particules. C'est un ensemble. Voilà, très bien. C'est l'ensemble, madame. Donc, l'ensemble des particules, là, chaque particule
Donc, chaque particule, si je prends la même chose, donc c'est عشوائي الوحيد تاعي. Donc les particules تاعي chaque particule عندها une certaine vitesse. Je prends un autre cas. Voilà. Donc là, nous supposons que l'ensemble a 5 particules. Évidemment, chaque particule elle va se déplacer avec sa propre vitesse. Mais toujours pour simplifier, on va prendre la moyenne de ces vitesses. Et bien sûr, voilà, la vitesse moyenne. Et on croit toujours que la moyenne heavy, elle va suivre une seule trajectoire et c'est heavy. Voilà, donc VM, c'est la moyenne des vitesses des particules dans le volume des V. C'est toujours pour simplifier. Mais en réalité, chaque particule a une vitesse qui est différente de l'autre. D'accord? Madame, c'est clair. Oui. Maintenant, on va. Généralement, le premier cours, ce sont des rappels juste. Pour les grandeurs usuelles, généralement, c'est-à-dire les grandeurs usuelles, il y en a les grandeurs qu'on a l'habitude d'utiliser, qui sont les plus utilisées. On a la pression, on va le voir juste après ce paragraphe. Donc, on a la température. Bien sûr, la température, elle est très importante pour connaître la température dans cet élément-là, dans cet élément DV. D'après vous, elle va influencer sur quoi la température? Oui, j'attends s'il vous plaît. Sur la Oui. vitesse, madame. La vitesse d'écoulement, je ne sais pas. Sur les particules, madame. Sur les matériaux. Voilà, donc je vais joindre vos deux réponses. Donc, vous avez dit sur la vitesse et sur les particules. Si on prend les particules, donc bien sûr, ils vont se déplacer avec une certaine vitesse. Si par exemple, je vais prendre le cas du miel, par exemple. Je travaille dans une usine, c'est-à-dire le cas une conduite dans une usine. Par exemple, une pompe, elle va refouler le miel dans une conduite. Bon, je vais prendre un tronçon de cette conduite. Une température de 20 degrés, par exemple. Si je vais suivre le chemin, le trajet de cette particule, la vitesse. Je vais changer la vitesse, au lieu de 20, je vais prendre 16 degrés. Est-ce que d'après vous, la vitesse, elle va rester la même de ces particules? Oui, elle reste constante. Quelle que soit la température. هي انا اللي اتبان لي سي كي تنقص لا تمبيراتور ولا تزيد حتبدل لا فيسكوزيتي دونك لا فيتاس elle peut changer. Je ne sais pas. Très bien. Voilà, très bien. Exactement, c'est ça le but. هذا وين حبيت نوصل. Parce que si je parle exactement, si je parle de température, elle va influencer, on va parler directement de viscosité. Là, c'est comme un cycle fermé. Lorsque je parle de viscosité, je peux parler de ces particules et je vais parler de cette vitesse. Maintenant, si j'ai par exemple une température à 20 degrés, il y a une certaine viscosité du liquide terre, si j'ai par exemple le miel, donc le miel a une particule qui va se déplacer avec une vitesse V1. Maintenant, si je vais augmenter la température à l'intérieur de la conduite, je vais le chauffer ce miel. Maintenant, il va être plus visqueux, donc il va être plus liquide. Il va se déplacer plus facilement lors de la conduite et par conséquent, la vitesse terre, elle va augmenter. Donc, j'aurai une autre vitesse V2
généralement qui va être supérieur à la vitesse V1. D'accord? Donc la température, elle est la température, elle est très importante sur l'influence, sur le mouvement des particules à l'intérieur de ce tronçon ou bien de cette conduite. Là, on a le cours. Donc, on a parlé de la température. Maintenant, on a le volume. Bien sûr, je ne peux pas, je me limite, je ne peux pas dans l'espace. Je dois avoir un certain volume pour pouvoir calculer mes forces. La masse volumique, donc c'est M sur V. Bien sûr, M, c'est la masse du fluide occupant le volume V. Maintenant, on va la densité. La densité aussi, elle est très importante. Je trouve si ce liquide il est dense ou est-ce qu'il n'est pas dense. Si je prends par exemple le cas toujours le miel et l'eau, on sait très bien que le miel il est plus dense que l'eau. Donc la densité généralement c'est le rapport entre les masses. Donc S c'est la masse de fluide occupant le volume V. Et MR, c'est la masse d'un corps R de référence occupant le même volume V. Est-ce que vous avez fait la MDF en deuxième année, la mécanique des fluides? Oui, madame. Oui, madame, on a fait. Voilà. Donc, ce sont des rappels, c'est pas quelque chose de nouveau. Oui, madame. Mais bien sûr, le corps de référence, on prend l'eau pour le liquide et on prend l'air pour les gaz. Par exemple, si on veut calculer la densité, on va comme donnée, on va vous donner la masse de l'eau ou bien ici vous allez calculer la densité du méthane ou bien d'un autre gaz comme référence ou bien comme donnée, on va vous donner la masse de l'air ou bien le volume de l'air. مفروغ منه. Et bien sûr, la densité, on peut la calculer en fonction du rapport des masses volumiques, pardon. Donc, ρ, ça doit être la masse volumique dans le fluide occupant le volume V, ou R, c'est la masse volumique du corps R, c'est-à-dire le corps de référence. Maintenant, on va voir des pressions. Donc, les forces, bien sûr, pour avoir une pression, généralement, là, quand vous voyez un liquide qui est dans un réservoir ou bien dans un récipient, les masses, donc les particules d'eau, ils veulent sortir. Ils vont frapper à gauche et à droite, en haut, en haut et en bas. Ils veulent sortir de cet espace clos, de cet espace fermé. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont exercer des pressions sur toutes les parois de ce récipient ou bien de ce réservoir. Voilà, donc on les appelle les forces de pression. C'est une capsule, généralement, si on a un manomètre, si on veut mesurer le manomètre, donc c'est un outil pour mesurer la pression à l'intérieur de ce récipient, ou bien on veut aussi une certaine conduite, qu'on veut mesurer la pression sur n'importe quel point de cette conduite. Je vais un manomètre, oui, il va me donner une certaine hauteur d'eau. Est-ce que vous avez fait des TP de MDF, s'il vous plaît? Non, madame. Non, on n'a pas fait de TP MDF. C'est pour l'hydraulique. Non, madame, on n'a pas fait. D'accord. Ouais. Mais, donc, c'est pas grave. On va l'expliquer au fur et à mesure. On va parler que des pertes de charge. Donc, vous allez encore mieux le comprendre au fur et à mesure. Donc, un manomètre, généralement, je vais mettre quelques...
Oui, on a mis forme, voilà. Donc, un manomètre, par exemple, si j'ai une conduite, voilà, on dit une conduite, là, à l'intérieur de cette conduite, je veux connaître, je veux mesurer la pression sur chaque point. Bien sûr, puisqu'on parle de ce qui vous intéresse, ce sont les réseaux. Là, quand on a un réseau, par exemple, d'alimentation en eau potable, je dois connaître la vitesse دايما في chaque point في la conduite et ce qu'on appelle aussi je vais le dessiner comme ça, un peu. Par exemple, j'ai une conduite, c'est très mal dessiné. Je vous donne un exemple avec copier. Oh, pardon. Donc, supposons j'ai Heavy qui est à gauche, c'est une conduite, un tronçon à une conduite, ou Heavy aussi, c'est un autre tronçon de conduite. Et comme vous savez, en réalité, la construction, par exemple, on veut brancher un quartier ou bien une nouvelle cité, que ce soit, on va faire le réseau d'assainissement ou bien d'AOP, l'alimentation en eau potable. Donc, des conduites qui ferment des kilomètres, ce sont des conduites qui ferment généralement 50 mètres à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la première conduite et là, on va avec la deuxième conduite. Donc, raccorder avec ça, voilà. Donc, on va raccorder la première avec la deuxième. Là, ce qu'on appelle, ce sont les nœuds. Donc, c'est un conduite. On va les raccorder. Si on a un réseau d'alimentation en eau potable, on doit toujours vérifier la vitesse la conduite. Il y a une certaine vitesse à respecter parce que une vitesse qui est très faible. Maintenant, si on a de l'eau brute, l'eau la canalisation, si cette eau contient des impuretés, ils vont se déposer dans la conduite. Maintenant, au fur et à mesure, le diamètre, on aura un dépôt dans la conduite. Donc, au fur et à mesure, au cours des années, la couche des dépôts, tarakomet et fausse la conduite, maintenant, mètre la conduite va se rétrécir et l'eau elle ne va pas plus pouvoir s'écouler ou bien circuler dans cette conduite. C'est pour ça qu'on a une certaine vitesse à respecter. Et bien sûr, il ne faut pas aussi avoir une vitesse qui est très forte. D'après vous, qu'est-ce que ça risque si j'ai une vitesse de la conduite qui est très forte? Quel est le risque qu'on peut avoir? Le détachement des nœuds, madame. Exactement. Non, c'est pas le détachement des nœuds. Non, c'est pas ça. Les pertes de charge.
Bien sûr, hein, les pertes de charge, on a toujours des pertes de charge. Les pertes, ce sont c'est à part. Il faut toujours, bien sûr, les prendre en considération. On a des pertes de charge singulières là, au niveau du raccordement entre les deux conduits. Voilà. وعندنا une perte de charge هنا في linéaire هنا. Bien sûr, هذو كامل احنا نحسبوهم في mais أنا دايما lorsque vous avez un réseau دايما je dois vérifier. Je vous ai dit la vitesse, donc la vitesse في وسط la conduite et la pression. La pression في les nœuds. نكمل مع la vitesse. Donc on a vu lorsque la vitesse تكون ضعيفة on aura des dépôts, ce qui va comment dire, perturber la circulation de l'eau à l'intérieur de la conduite. Et aussi, si on a une vitesse qui est très grande, il y aura un détachement, mais pas là, le détachement, ça sera là, la conduite. Donc, les particules, le matériau de la conduite, il va se détériorer au fur et à mesure. Alors, parce qu'il y aura un détachement des particules. Vous imaginez, à chaque fois où l'eau elle va circuler, il y a des particules qui vont se détacher. Maintenant, la conduite, elle va se dégrader. Elle aura des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut une vitesse moyenne. On va le voir Inch'Allah. Encore, donc, il faut, je vous ai dit de vérifier la pression de la conduite et on vérifie toujours la vitesse de la conduite et la pression de les nœuds. Donc, la pression de les nœuds, qu'est-ce qu'on va faire? Un manomètre. Donc, le manomètre, donc, c'est un manomètre. Je vais juste, il me reste 5 minutes. Je vais pouvoir faire un petit schéma pour mieux comprendre. Notre écran. Madame, ماشي نبلاصو زعما في وسط لا كوندويت باش نشوفوا لا بريسيون تما ولا. Voilà. Donc, je vais juste vous faire un petit schéma. Comme ça, vous allez تفهموا شوية comment ça se passe. Parce que c'est dommage que vous n'avez pas fait de TP parce que plutôt, pardon, les deuxièmes années, normalement, si vous faites MDF, normalement, le TP, vous devez le voir. Hein, c'est مفروغ منه هذا. Il faut voir comment on calcule les pertes de charge, les pressions et ainsi de suite. Donc, je vais prendre le schéma هذا. Je vais essayer de vous faire comprendre rapidement avec le moyen que j'ai à bord. Donc, je vais faire coller. Heidi. Donc, le manomètre, qu'est-ce qu'on fait avec ce... Voilà, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez le manomètre là? Oui, on voit bien. Et bien sûr. Oui, madame. Donc, le tube راح يكون فوق ما يكونش لتحت. C'est que juste j'ai pas la main. C'est هكذاك بركة. C'est juste pour avoir une idée. Mais bien sûr, le manomètre il يكون à l'extérieur de la conduite. Juste la conduite, elle est branchée à un manomètre. D'accord? La partie, bien sûr. Pour pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on va lire là? Vous voyez les deux traits? Donc, on va voir des hauteurs d'eau. Des hauteurs d'eau. Donc, qu'est-ce que vous allez lire? Vous allez prendre cette première hauteur H1 ou une deuxième hauteur H2. Donc, la différence H1. Voilà, donc j'aurai une hauteur H qui est égale à la différence des hauteurs H2 moins H1. Et bien sûr, pour calculer la pression,
je n'ai qu'à appliquer la formule avec P égale à rouge et H et j'aurai la pression à l'intérieur de la conduite. D'accord? À l'intérieur de la conduite, surtout les canaux le réseau d'AOP, la partie pour pouvoir le contrôler. Parce que si on a une pression qui est très grande, le réseauté il va éclater, le nœud il va éclater, donc ça sera un problème. D'accord? D'accord, madame. Vous avez compris un peu. Donc maintenant, on a juste c'est des généralités. Donc la pression, comme vous le savez, c'est on travaille avec un volume mésoscopique, une surface DS, elle aura une force DF, la surface taille DS. Comme vous savez, la pression, le point H, c'est un point M qui est égal toujours à la force sur la surface. L'unité dans le système international, c'est le Pascal. On peut un Pascal, c'est un Newton sur un mètre carré. Donc la force, elle est en Newton et la surface, elle est en mètre carré. Voilà. Donc les autres unités qu'on a l'habitude d'utiliser, bien sûr le bar, c'est 10 puissance 5 Pascal. L'atmosphère, donc c'est 1,013 bar, le millimètre de mercure et le mètre colonne d'eau. Donc un mètre colonne d'eau, on a un bar. Le dernier point, on va parler de la pression relative ou effective. Bien sûr, la pression relative, on a un point, c'est la différence entre donc PM, entre la pression sur le point avec M, avec la pression atmosphérique. D'accord? Donc, on vous dit que PM, c'est la pression atmosphérique. La présence de l'atmosphère fait qu'elle contribue à la pression exercée. La pression relative correspond à la pression exercée par le fluide seul. La pression relative, c'est la pression dans le fluide. Si on va lui enlever la pression de l'atmosphère. Parce que l'atmosphère, il va la pression dans la particule taille. Par exemple, si on a une goutte d'eau qui est à la surface en air libre, vous allez l'imaginer dans un cours d'eau, un oued ou une surface d'eau qui est libre. Il y a toujours la goutte d'eau, elle va exercer une pression sur la surface d'eau. Et en même temps, il y a une autre pression qui est la pression de l'atmosphère sur cette surface. On a deux pressions. C'est la pression absolue. Mais la pression relative, on va enlever la pression de l'air. On a juste la pression de la particule elle-même sur l'eau. Je pense que c'est bon, c'est le chapitre 1, donc c'est une introduction. Je vais le dépasser brièvement. Inch'Allah, la prochaine séance, on va commencer le chapitre 2. J'espère que j'ai été un peu claire pendant ce chapitre. Est-ce que vous avez des questions à poser là? Non, madame. Merci. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas demain, Inch'Allah. Normalement, vous avez l'invitation. C'est pas la peine que je vous envoie une autre parce que l'invitation est pour le cours de l'éthique. Et s'il vous plaît, essayez. Madame. Oui. On n'a rien reçu. on n'a rien reçu, madame. ما لحقتناش ندخلوا في la semaine passée. Dans la semaine passée. Et normalement, si je fais une invitation, la dernière fois, je l'ai fait chaque semaine, chaque mardi. Normalement, si vous cliquez sur le même lien, comment? Chaque séance. Voilà. Il faut
accepter. معليش, si vous n'avez pas le, je vais le لا refaire, هذا je vais لاحظت نورمالمون. لاحقت normalement. هذوك شفت في الكالندري كاين شاك حتى اسماء اللي فات. Non. تيبري صح. أي هذيك هي تبقى مونستر سي لا ميم. اسماء اللي فات. السمانة اللي فاتت معلي مش مشكل. دونك je vais vous envoyer. chaque mardi تبقى دايما. كيفاه؟ Donc, on a avec vous chaque mardi, madame. Non, c'est bon, madame, c'est bon, ça. شوف, c'est pour ne pas, s'il vous plaît, اسمعوني. Monsieur Nassim, اسمعني s'il vous plaît. C'est pour ne pas vous encombrer avec les emails sur la boîte تاعكم. Et bien sûr, c'est pareil pour moi. Si normalement, on fait le choix lorsque je fais le calendrier et l'agenda. Je choisis le cours, il doit se faire chaque semaine et chaque mardi, par exemple, et la séance de 11h à midi, ça dépend. Normalement, à chaque semaine, l'agenda, vous allez trouver la séance, il suffit de cliquer dessus. Pour cette fois-ci, je vais encore la refaire. Je vais annuler l'autre et je vais vous envoyer une autre, juste pour cette fois-ci, parce que même à d'autres emails, et dorénavant, les emails, il suffit de cliquer à la loi, vous pouvez vous connecter directement. D'accord? Comment? Ah, ça. Est-ce que c'est vous qui avez enregistré, Nassim? Non, mais qui a enregistré? S'il vous plaît, il a enregistré, il a fait l'enregistrement. Ok, madame. Voilà, les étudiants, comme ça vous aurez l'enregistrement. Je vais vous envoyer aussi bien le PDF et le cours prochain. Madame. Oui. Madame. Oui, je vous entends, Bakir. Madame, s'il vous plaît, si on trouve des lacunes, on peut vous contacter par mail. Il n'y a pas de problème, Vous me contactez, je répondrai à vos mails. Bien sûr, si je ne réponds pas le jour même, ça sera après, mais ne vous en faites pas. Si vous m'envoyez des emails ou vous envoyez encore, j'ai pas. C'est gentil de votre part, madame. Merci. Ou même si vous avez des lacunes, même les mails, vous n'avez pas compris, vous n'arrivez pas à assimiler, la prochaine séance, il faut me les poser au début de la séance. Il n'y a pas de problème. D'accord, on fait comme ça? Ok, madame, c'est réglé. C'est réglé, madame. Merci à vous. Salam. Bonjour.